Mardi 18 novembre 2014, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'attaque qui a eu lieu ce matin à Jérusalem. C'était il y a une heure à peine dans le quartier de Har Nof, près de Givat Shaoul. Selon un premier rapport, 5 personnes seraient mortes et une dizaine de personnes blessées. Les auteurs de l'attaque ont été abattus par la police. Le reste des blessés a été conduit à l'hôpital Ein Kerem Hadassah de Jérusalem. On va en savoir plus tout de suite. On rejoint tout de suite notre journaliste présent à Jérusalem, Daniel Haïk, par téléphone. Daniel, bonjour. Qu'est-ce qu'on sait de plus ce matin sur cette attaque qui a eu lieu aujourd'hui à 7h dans une synagogue dans le quartier de Har Nof à Jérusalem? Bien, écoutez, on sait déjà que le bilan est d'ores et déjà très lourd. 4 ou 5 Israéliens ont été tués, plusieurs autres ont été blessés ce matin. Donc il y a une heure à peine par 2 terroristes palestiniens qui ont pénétré dans une grande synagogue du quartier orthodoxe de Har Nof, un quartier qui est situé, il faut le préciser, à l'ouest, dans la partie ouest de Jérusalem. Ces 2 terroristes ont pénétré dans cette synagogue armés de haches, de couteaux et aussi probablement de pistolets. Ils ont frappé des fidèles qui étaient en train de prier la prière du matin dans cette grande synagogue. Très rapidement, un officier de police alerté est arrivé sur place et il a réussi à abattre les 2 terroristes. C'est ce que l'on sait pour l'instant. Les forces de sécurité et les sauveteurs sont arrivés très rapidement sur place et ont évacué les blessés en direction des différents hôpitaux de Jérusalem. Et bien entendu, les forces de sécurité vérifient s'il n'y a pas d'autres complices de ces 2 terroristes dans les environs. Alors, le quartier de Har Nof à Jérusalem, c'est un quartier religieux, pas un quartier arabe. Qu'est-ce qu'on sait sur ce quartier qui est mitoyen de celui de Givat Shaoul? Oui, écoutez, c'est un quartier orthodoxe, c'est un quartier qui est presque à l'entrée de Jérusalem. C'est un quartier extrêmement connu du monde séfarade orthodoxe parce que c'est là que résidait le célèbre grand rabbin Ovadia Yosef qui est décédé l'an dernier. Et c'est un quartier peuplé de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, une population donc essentiellement orthodoxe. Et il faut préciser, vous disiez qu'il était à côté du quartier de Givat Shaoul, et cela nous ramène quelque part à ce qui s'est passé hier. Vous vous souvenez, hier on a annoncé qu'un chauffeur de bus, un chauffeur d'autobus avait été retrouvé pendu dans un bus dans le quartier justement de Givat Shaoul, dans un parking d'autobus de famille du quartier de Givat Shaoul. Les forces de sécurité, les forces de police avaient affirmé que l'homme s'était suicidé. Et d'ailleurs, l'autopsie réalisée dans le courant de la journée hier a confirmé cette thèse du suicide de ce chauffeur palestinien. Mais au sein dans la rue palestinienne, on avait affirmé qu'il s'agissait d'un crime commis par, je le cite, des habitants juifs de Cisjordanie. Et finalement, il semble qu'il y ait eu au cours des dernières 24 heures des appels à commettre des attentats dans certains villages de Palestiniens, des appels au crime, on peut dire tout simplement. Et il est possible que ce soit à quoi on vient d'assister maintenant, et le résultat en fait de ces appels au meurtre lancés apparemment dans certains villages palestiniens dans le pourtour de Jérusalem. Daniel, est-ce qu'on en sait plus sur l'identité des auteurs de cet attentat? Non, pour l'instant, pas encore. Les forces de sécurité, le Shin Bet, est en train, bien entendu, d'enquêter d'abord sur les circonstances exactes de cet attentat. Et pour l'instant, aucune information précise, en tout cas sur l'identité de ces 2 terroristes. Mais tout confirme, tout porte à croire. Et en tout cas, d'après les forces de sécurité israéliennes, c'est confirmé. Il s'agit donc de 2 Palestiniens. Merci Daniel. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour plus de détails. Ali Waked, il s'agit clairement d'un massacre. Il s'agit clairement d'un massacre. Là, dans quelques secondes, Eleonore, on va faire le tour des organisations à la bande de Gaza pour savoir si c'était une attaque orchestrée par une des organisations islamistes Hamas ou Djihad islamique, ou c'était un acte individuel. Mais ce matin, grande colère au sein de l'autorité palestinienne. Et je dois avouer, la colère, c'est moins à cause de l'attaque et c'est plus à cause du cible qui a été choisi par ces... cible religieuse. Le fait que c'est un site religieux, le fait que l'autorité palestinienne essaie
d'éloigner le conflit des sites religieux du contexte religieux. Et j'imagine que dans les heures à venir, pour la première fois depuis 2 semaines, on verra une condamnation de la part de l'autorité palestinienne, selon ce que j'ai compris. Cyril Lamar, est-ce qu'on a plus de détails? Alors on apprend de sources sécuritaires il y a quelques secondes à peine qu'un 3e assaillant aurait trouvé refuge dans le bâtiment et qui serait justement l'objet d'une traque de la police. Donc il ne s'agit pas non de 2 assaillants, mais de 3 terroristes qui auraient fait éruption ce matin lors de la prière du Shacharit, la prière du matin. On voit d'ailleurs, on a les images en direct. C'est la grande synagogue d'Arnof. Les 2 assaillants, alors on ne sait pas encore avec précision si les 2 assaillants ont été abattus par des forces de police ou bien par des fidèles armés à l'intérieur de la synagogue. À noter que plusieurs blessés ont été transportés également à l'hôpital, dont 5 dans un état désespéré, apprend-on de sources hospitalières. On apprend d'ailleurs que au moins 5 d'entre eux seraient morts. On parle de Jacques Neria, de Palestiniens de Jérusalem qui auraient des cartes d'identité bleue. Qu'est-ce que ça veut dire sur les auteurs de cette attaque? Ça veut dire que des cellules dormantes se situent aujourd'hui ou se trouvent dans l'est de Jérusalem, que la population arabe sur place, je dirais, a des problèmes de loyauté envers l'État d'Israël. Donc c'est ce qui pose un très grand problème pour Israël. Et ce qui veut dire, ce que nous redoutions tout le temps, c'est qu'il y a des cellules dormantes qui sont juste à côté et qui ont été réveillées par les derniers événements. Et donc je dis que c'est le début. On disait sur ce plateau plusieurs fois que c'était le début d'une intifada. Eh bien, nous sommes en pleine intifada, cette fois-ci une intifada armée. Et jusqu'ici, on parlait d'émeutes, on parlait d'attentats à la voiture bélier. Là, il s'agit d'une attaque combinée, 3 assaillants au couteau, une attaque combinée au couteau, au tir et à la hache également. Tout à fait. Donc c'est ce qui veut dire tout simplement que ce sont des cellules qui ont été organisées, qui ont été réveillées, sans doute peut-être à cause de ce qui s'est passé avant-hier avec le chauffeur arabe qui a été... Ce sera un acte de revanche? Peut-être, mais simplement la cible ne semble pas être une cible de revanche. Ça ramène tout le monde à une guerre de religion finalement. Non, exactement. Donc ça pourrait être, disons, une revanche à la mosquée qui a été brûlée il y a la semaine dernière. Donc c'est plus ou moins, je dirais, nous sommes en train de pénétrer densément dans ce conflit et de le tourner, de le transformer en conflit religieux entre nous et les Palestiniens. Rappelons que ce n'est pas la première fois qu'il y a quelques jours à peine, à la rue Nevi'im à Jérusalem, c'est un ultra-orthodoxe qui avait été la cible aussi d'une tentative d'assassinat au tournevis. Alors, cet événement nous rappelle naturellement ce qui s'est passé en 2008, l'attaque contre l'école religieuse du Rav Kook, où là, il y a eu plus de 8 élèves qui ont été tués et beaucoup d'autres blessés. Et là aussi, je dirais, c'est une répétition, mais cette fois à la grande différence de ce qui s'est passé, ça ressemble, je dirais, à une revanche à la Goldstein. Donc cette fois-ci, ce sont eux qui ont pénétré dans une synagogue et tué sur des fidèles en train de prier, ce qui est, je dirais, un grand sacrilège, même pas pour les Palestiniens. Et puis là, c'est une attaque qui a une toute autre résonance qu'un attentat à la voiture bélier. Là, à partir du moment où on s'en prend à une synagogue, dans le psyché des Israéliens, évidemment, l'attaque a une toute autre résonance. On s'en prend au lieu le plus sacré du judaïsme, etc. Ça dépasse le conflit national. Voilà, exactement, ça rappelle les pires heures de l'histoire juive, etc., sans tomber dans le pathos évidemment, mais enfin la synagogue qui est visée, des fidèles au moment sacré d'une prière, ça a une toute autre résonance en Israël, c'est évident. Alors Jacques Neria, vous êtes ancien officier des renseignements israéliens. Concrètement, comment les autorités peuvent-elles empêcher, et est-ce qu'elles peuvent empêcher ce genre d'attentat? Si effectivement nous parlons de cellules qui ont été réveillées, donc je dirais que le combat contre ces cellules va être beaucoup plus facile que si c'était des loups solitaires. Donc ils ont besoin d'un réseau, ils ont besoin de s'approvisionner en munitions, en armes et tout ça. Donc ça doit être ou bien c'est le djihad islamique qui est derrière, ou bien Hamas, ou d'autres organisations djihadistes qui sont sur le terrain. Donc pour le Shabak, pour les services de renseignement intérieur, ici, ça sera beaucoup plus facile et ça sera aussi, d'essayer d'empêcher ces cellules d'agir. Quoique on ne pourra jamais empêcher ce qu'on appelle les bombes marchantes qui vont exploser à droite et à gauche, qui pourraient à la rigueur le faire. Nous ne sommes pas encore à ce stade-là, mais nous avançons, nous sommes en train de progresser graduellement, je dirais, d'un stage de lancer de pierres aux émeutes, aux attaques à l'arme blanche, et maintenant ce sont des attaques armées avec des armes, de vraies armes. On a parlé jusqu'à aujourd'hui d'attaques, vous le disiez, de loups solitaires, donc d'attaques isolées, d'attentats isolés. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'un crime organisé ?
Oui, mais c'est certainement, si c'est 3 Palestiniens qui ont attaqué, 3 assaillants, ça ne peut pas être autrement. Ils ont dû se réunir, ils ont dû se consulter, savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils ont décidé de la route à prendre. Ils ont des cartes d'identité israéliennes, donc c'est facile pour eux de circuler en ville. Ils ont circulé de Jérusalem-Est, ou peut-être même ils travaillaient sur place, ils dormaient sur place, ils se sont réveillés, ils ont pris ce qu'ils avaient besoin et ils ont choisi la cible. La cible n'a pas été choisie hier, elle a été choisie depuis longtemps parce qu'ils ont étudié ce qui se passait là-bas, ils ont vu quelle était la routine de la place et c'est comme ça qu'ils ont attaqué. Parce que vous imaginez que les Arabes qui vivent à Jérusalem-Est ne sont pas tellement, je dirais, en rapport avec les synagogues, ne savent pas quand les heures de prière et le reste. Donc ils ont dû suivre la routine de cette synagogue-là et choisir spécialement ce voisinage, cette banlieue-là, ce quartier de Jérusalem qui est ultra-orthodoxe. C'est tout simplement pour allumer, je dirais, les émotions et je dois dire qu'ils ont réussi. En faisant le point, rappelons tout d'abord que l'incident est loin d'être clos. On est en plein incident. D'importantes forces de police sont en train d'encercler la synagogue, puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, il y aurait un 3e terroriste qui se serait retranché à l'intérieur de la synagogue. Et on apprend à l'instant qu'une personnalité de haut rang pourrait figurer parmi les victimes. Alors, je ne sais pas si on peut faire le lien, mais il y a quelques jours, la police avait renforcé le dispositif de sécurité autour du ministre Ouré Ariel. Évidemment, attention, je dis ça avec la plus grande prudence, évidemment. Mais il est évident que les Palestiniens, en tout cas ceux qui souhaitent toucher Israël au cœur, eh bien, souhaitent toucher une personnalité de rang. On se rappelle de Rehavam Zevi, l'ancien ministre du Tourisme, qui avait été tué dans un hôtel à Jérusalem. Aujourd'hui, c'est Ouré Ariel, le ministre de l'Habitat et du Logement, qui est visé visiblement, selon des informations des services de sécurité intérieure. Son dispositif de sécurité a été renforcé tout à fait ces derniers jours. Évidemment, de là à faire le lien entre la personnalité de rang qui a été touchée, le pas est grand évidemment, mais voilà, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que... Il est certain que si jamais l'autorité palestinienne n'agit pas aujourd'hui d'une façon décisive contre, je dirais, ces éléments du Hamas et du djihad islamique, eh bien la réponse d'Israël sera naturellement de se diriger vers l'autorité palestinienne, de la considérer comme responsable. Et là, naturellement, on est en train de... C'est une boule de neige, on ne sait plus d'où est-ce qu'on va s'arrêter. Ali Waked, est-ce qu'on en sait plus? Est-ce qu'il y a des revendications? Non, pour le moment, il n'y a pas de revendications. On a parlé ce matin avec des représentants du djihad islamique et du Hamas. Ils ne le revendiquent pas, mais bien sûr et bien évidemment, ils félicitent cette attaque. Ils disent que ça, c'est la riposte naturelle pour le fait qu'un chauffeur de bus palestinien a été hier tué, malgré le fait que comme un acte de revanche. Tout à fait, malgré le fait que la police et les services de sécurité israéliens estiment que c'était un acte de suicide du part du chauffeur. Mais pour les Palestiniens, organisations qu'on a parlé ce matin, djihad islamique et Hamas, pas de revendication pour le moment, mais ils félicitent cette opération. La piste de l'acte spontané, du lot solitaire, de l'acte isolé, me semble, à mon avis, très farfelu, évidemment, puisque un tel attentat nécessite, comme vous l'avez dit, l'organisation d'une cellule. Il ne s'agit plus d'un acte isolé, mais bien d'une organisation de 3 personnes. On est donc en présence d'une cellule terroriste qui a planifié son attentat, qui a très certainement fait un repérage au préalable, etc. Alors on vient de l'apprendre, hein, vous le disiez, une personnalité politique de haut rang serait parmi les blessés, les victimes de cet attentat ce matin à la synagogue de Har-Nof, près du quartier de Givat Shaul à Jérusalem. Une personnalité politique qui sera du parti Chasse, du parti donc religieux de Chasse dans la synagogue. On vous en dit plus dès qu'on a plus de détails. Est-ce que cette attaque va mettre dans l'embarras l'autorité palestinienne, Ali? Pour l'autorité palestinienne a profité pour le moment que la dernière tension était consacrée à Jérusalem. La Cisjordanie est relativement calme, la bande de Gaza est relativement calme, et donc toute cette tension est dans une ville qui est sous contrôle israélien, dans une ville que les Israéliens réclament sous leur contrôle unifié et uni israélienne sous l'égide de la municipalité israélienne. Donc l'autorité palestinienne n'a aucune possibilité d'avoir aucune activité sécuritaire pour essayer d'éviter ces actes. Mais ce que j'apprends encore ce matin, que l'autorité palestinienne, avec la compréhension, on a parlé ce matin avec des dirigeants de l'autorité palestinienne, ils comprennent la frustration des Palestiniens, ils comprennent le fait que des Palestiniens à Jérusalem sont sous pression et ils risquent de riposter par ce genre d'attaque. Mais la façon de l'attaque, des
des axes et des couteaux donnent allusion à l'État islamique et aux images que l'autorité palestinienne essaye d'éloigner le conflit palestinien de cette nature inhumaine du conflit et de la place, l'endroit, le cible, une synagogue, c'est très gênant pour l'autorité palestinienne. Alors rappelons juste le bilan, le dernier bilan en date, 5 morts, une dizaine de blessés dont la plupart viennent d'être conduits à l'hôpital Hadassah Ein-Kerem de Jérusalem. Nous avons les images en direct, vous voyez les premiers blessés donc rapatriés à l'hôpital Hadassah Ein-Kerem de Jérusalem dans cette attaque qui s'est produite, cet attentat qui s'est produit ce matin dans les environs de 7 heures dans la synagogue Arnof. Cyril Amar. Oui, non, une réaction du Hamas, comme le disait Ali précédemment, celle de Mouchir al-Masri, qui est porte-parole du Hamas à Gaza, et qui salue l'acte héroïque et qui le lit directement, qui pour lui est la conséquence de l'assassinat du chauffeur de bus arabe hier à Jérusalem. Alors, 5 morts, 10 blessés, dont une personnalité politique qui serait affiliée au parti politique Le Chasse. Est-ce que cet attentat va être un tournant politique? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Le fait qu'il y a de grandes difficultés aujourd'hui dans la réaction d'Israël, parce que ce sont des assaillants, sans doute, avec des cartes d'identité israéliennes, donc qui ont agi dans Jérusalem-Ouest. Donc, ce ne sont pas des Palestiniens de Cisjordanie, ce ne sont pas des Palestiniens de Hebron ou de Naplouse ou n'importe quoi. Donc, la réaction est mitigée ici. C'est un grand problème. Israël sera jugé naturellement par rapport à la Jordanie et à l'autorité palestinienne de la façon dont elle va réagir. Une réaction trop forte pourrait naturellement dégénérer contre l'autorité palestinienne et surtout, je dirais, notre accord de paix avec la Jordanie serait de nouveau mis en question. Ouais. Il est en danger l'accord de paix avec la Jordanie après ce genre d'actes, ce genre de risque de répression? Reste à voir les actes qui vont suivre ce massacre de ce matin. Une série d'ententes de compréhension a été mise en place entre le roi Abdallah de Jordanie et le Premier ministre pour essayer de calmer la situation. Bien évidemment, toute cette série de compréhension a été avant ce massacre, a été avant cette attaque. Mais à mon avis, et Israël et la Jordanie savent très bien qu'il faut essayer, malgré cette attaque terrible de ce matin, de calmer la situation et d'éloigner Jérusalem, chacun pour ses intérêts. La Jordanie ne veut pas que, à nouveau, l'esplanade des mosquées, les lieux saints à Jérusalem soient en question, soient sur l'ordre du jour des Palestiniens et des Israéliens, parce que, à nouveau, l'esplanade des mosquées signifie une attention internationale au sein du monde arabe. Et donc, la place de la Jordanie et l'urgence d'essayer d'arriver à un accord politique que, selon Jordaniens, les Israéliens et les Palestiniens ne sont pas encore prêts pour arriver à ce genre d'accord, signifie que la seule alternative pour les Palestiniens et pour peut-être des éléments radicaux dans la communauté juive, c'est d'embraser encore la situation. La Jordanie, j'imagine ce matin, j'ai pas eu encore des Jordaniens pour avoir des réactions, mais va exprimer son inquiétude, va appeler au calme. La question, est-ce que l'autorité palestinienne va essayer d'en tirer profit de cette attaque, de dire que le mythe de la ville unie n'est qu'un mythe, n'est qu'une fiction, et que Jérusalem est la source de tous les problèmes? Vous le disiez, il y a un risque de radicalisation parmi les éléments les plus religieux, les plus à droite israéliens, mais aussi parmi les éléments politiques, hein, Jacques Néry. Oui, tout à fait. Écoutez, moi ce dont je crains, c'est la réaction de groupes extrémistes juifs. Nous sommes, je dirais, la revanche, et je dirais les services de renseignement devraient se concentrer sur une éventuelle, je dirais, réaction de ces milieux-là qui pourraient réagir ou bien en Cisjordanie, autour des colonies qui sont sur place, ou bien même à Jérusalem. Je ne voudrais pas être aujourd'hui un arabe vivant à Jérusalem, croyez-moi. Quelle est la meilleure façon de réagir pour le gouvernement israélien? En Cisjordanie, ça pourrait être des attaques. Des lieux contre des mosquées en Cisjordanie. C'est ce que je dis. Ça fait d'être juif à Jérusalem aussi à cette heure-ci. Voilà, tout à fait. Quelle serait la meilleure façon pour le gouvernement israélien de réagir sans risquer justement d'embraser la situation, en essayant d'apaiser la situation tout en rassurant les citoyens de Jérusalem? Écoutez, il faut tout simplement renforcer le système de sécurité à Jérusalem. Il est clair que Jérusalem est devenu le centre, je dirais, du conflit entre nous et les Palestiniens. C'est l'avenir du conflit qui se joue à Jérusalem. Donc il faut concentrer ses efforts sur Jérusalem. Donc le Shabak, la police, je dirais même l'armée devrait renforcer ses positions-là à Jérusalem et essayer naturellement d'être beaucoup plus vigilant
surtout est beaucoup plus sur la défensive d'un côté, de l'autre côté. Renforcer les services de sécurité. Tout à fait. Mais ça a été fait, on a vu que ça n'avait pas vraiment marché. Ce n'est pas assez. Il faut tout simplement être de plus en plus éveillé et regarder autour de soi. Nouvelles informations, je vous parlais tout à l'heure d'une personnalité de haut rang, alors ce sont des informations à prendre avec des pincettes, à manier avec beaucoup de précautions. Daniel Haïk nous disait tout à l'heure qu'Arnov était un quartier ultra-orthodoxe, fief du judaïsme ultra-orthodoxe séfarade où habitait l'ancien grand rabbin d'Israël, le rabbin Ovadia Yosef. Il pourrait s'agir du fils du grand rabbin, David Ovadia Yosef, qui ferait partie donc des blessés ou des victimes. On en saura plus, j'espère, très rapidement. Ce qui va enflammer beaucoup plus les esprits. Ce qui pourra enflammer encore plus les esprits. L'hostilité immense entre l'autorité palestinienne et le gouvernement actuel en Israël jusqu'à avant ce dernier gouvernement de Netanyahou ou même le gouvernement précédent de Netanyahou du temps du Premier ministre Olmert. L'autorité palestinienne, pas sur un accord écrit, mais sur une compréhension entre Israël et l'autorité palestinienne, pouvait opérer d'une façon discrète et sans uniforme dans les quartiers palestiniens de Jérusalem Est. Depuis l'arrivée au pouvoir en 2008 du Premier ministre Netanyahou, l'autorité palestinienne n'avait aucun accès officiel sur les quartiers de Jérusalem Est. Et si jamais il y avait un effort de l'autorité palestinienne d'essayer d'organiser les choses, des querelles entre familles par exemple, la police israélienne empêchait l'autorité palestinienne d'avoir aucun rôle dans ces quartiers. Donc on a vu ce boomerang maintenant. Israël ne peut pas accuser l'autorité palestinienne pour la simple raison que son activité était interdite officiellement par Israël. Est-ce qu'il y a de réelles condamnations aujourd'hui claires et nettes de l'autorité palestinienne après cette attaque? J'imagine que dans les heures à venir, on entendra une condamnation suivie d'un appel de l'autorité palestinienne d'éloigner la religion, suivie d'un appel de l'autorité palestinienne de condamner, d'accuser, d'essayer d'arrêter des éléments qui ont attaqué des mosquées palestiniennes. On a vu il y a quelques jours un mosquée qui a été brûlé en Cisjordanie. S'il s'avère que David Yosef, donc le fils du grand rabbin Ovadia Yosef, est bien celui qui est bien une victime dans cet attentat, qu'est-ce qu'on risque clairement, Jacques Neria? Écoutez, il y a deux réactions ici que le gouvernement prendra, certainement. Il y a une réaction politique, donc il va prouver à son audience politique que Jérusalem est une ville unifiée, que Jérusalem est au peuple juif, Jérusalem est uniquement au peuple juif, donc on va construire et on va continuer à notre effort de judaïser, je dirais, la partie est de Jérusalem. Donc c'est une réaction politique. De notre côté, sur le terrain, il faudra naturellement essayer d'agir le plus vite, le plus rapidement possible. Le principal acteur ici, c'est le Shabak, donc il faut qu'on réveille le Shabak de son ancienne querelle avec l'armée. Il est temps de mettre les querelles à part et commencer à travailler sérieusement sur le terrain. Alors on vient de l'apprendre, les deux auteurs de l'attentat sont des habitants de Jérusalem-Est, des quartiers de Jérusalem-Est qui se sont rendus ce matin donc, dans les environs de 7 heures dans le quartier de Har-Nof et qui ont tiré à l'intérieur d'une synagogue, celle de Har-Nof. Je vous rappelle le dernier bilan, 5 morts, une dizaine de blessés, dont une personnalité politique qui pourrait être le fils du grand rabbin Ovadia Yosef, David Yosef. Oui, première action politique, celle de Naftali Bennett, qui est chef de file du parti Foyer Juif, la mouvance sioniste religieuse à l'intérieur du gouvernement. Naftali Bennett qui avait été le premier à agir aussi, qui est souvent le premier à agir après des attentats, et qui dit Mahmoud Abbas a déclaré la guerre à Israël. Israël doit apprendre à y faire face. Voilà donc première réaction politique de la droite radicale du gouvernement israélien. J'aimerais qu'on regarde quand même ces images, puisque c'est des images qui nous viennent en direct de la scène de l'attentat. Donc, il s'agit du quartier de Har-Nof, comme je vous le disais, mitoyen de Givat Shaoul. On voit des scènes de panique, on voit la police qui est arrivée sur place, une dizaine de blessés donc, qui a été rapatriée à l'hôpital Hadassah Ein Kerem de Jérusalem ce matin, juste après l'attaque, et 5 morts, dont peut-être le fils du grand rabbin Ovadia Yosef, David Yosef. Ali Wakad. Oui, Léonore, il faut rappeler à Naftali Bennett que son gouvernement a interdit l'autorité palestinienne d'avoir aucune activité sécuritaire et politique à Jérusalem-Est. Et deux, à mon avis,
Jacques Neria les connaissent très bien. Moi, je parlais ce matin à un mourtar d'un des quartiers de Jérusalem-Est. Les mourtars sont les chefs de village, considérés par certains éléments de la communauté palestinienne comme des collaborateurs israéliens. Ils sont très pragmatiques, très modérés. Et il me dit le suivant, il me dit, ces associations juives qui sont en train d'acheter des habitations à Jérusalem-Est ne nous laissent aucun moyen de négocier, de discuter avec les éléments jeunes qui, eux, ont les oreilles plutôt ouvertes aux prêcheurs, aux mosquées qui appellent à ce genre d'attaque. Donc, dans cet équilibre très délicat entre éléments pragmatiques et entre éléments radicaux, quand on voit les activités des attaques contre des mosquées et plus de construction à Jérusalem-Est, il y a plus de force à ceux qui prêchent pour la tension et pour la violence. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une conséquence directe, je dirais, de la non-défaite du Hamas pendant la dernière confrontation militaire. Donc je dirais la dissuasion d'Israël a été érodée. Les Palestiniens regardent, je dirais, les éléments extrémistes regardent Israël, n'ont plus peur d'Israël. Donc on est beaucoup plus encouragé à agir contre Israël. D'un côté, il y a aussi le vague de marée qui nous vient de la radicalisation dans le monde arabe. Et surtout aussi, il ne faut pas oublier les sympathisants européens, les votes au sein du Parlement britannique, du Parlement espagnol aujourd'hui pour la reconnaissance d'un État palestinien ne font que, je dirais, encourager ces extrémistes de continuer dans leur poussée contre Israël. Israël aujourd'hui est sous attaque, non seulement sous attaque palestinienne, mais sous attaque, je dirais, de l'opinion mondiale. Un mot peut-être sur la cible choisie. Vous parliez tout à l'heure d'une cible erronée. Très certainement les ultra-orthodoxes qui se sont tenus à l'écart justement de cette dérive religieuse du conflit israélo-palestinien ces dernières semaines. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, ou la semaine dernière, le grand rabbin d'Israël avait justement appelé les fidèles juifs à ne pas se rendre sur le mont du Temple, contrairement justement à la mouvance sioniste religieuse qui, elle, appelle à le faire. Donc il y avait une tentative d'apaisement des juifs ultra-orthodoxes en associant presque à un sacrilège le fait que des fidèles juifs puissent monter sur le mont du Temple, une volonté d'apaiser les tensions qui n'a pas été profitable pour les juifs. Le judaïsme ultra-orthodoxe jusqu'à présent était loin du conflit entre Israël et Palestine. C'est une banlieue de Jérusalem où il n'y a pas d'armes. Ces orthodoxes qui vont prier là-bas, pour la majorité, n'ont pas fait de leur service militaire. Ce sont des gens qui vivent uniquement, je dirais, dans une bulle qui est séparée du conflit israélo-palestinien. Donc là, les attaquer au sein du Saint des Saints dans une synagogue, c'est tout simplement réveiller, je dirais, une population qui n'a jamais participé activement à ce conflit. Alors on va bientôt faire une courte pause, mais avant j'aimerais vous rappeler le dernier bilan après la suite de cet attentat ce matin à Jérusalem, dans les environs de Har Nof, du quartier religieux de Har Nof, mitoyen de celui de Givat Shaoul à Jérusalem-Ouest. 5 morts, une dizaine de blessés. Restez avec nous, on revient dans quelques minutes pour la suite de cette édition spéciale. À tout de suite. Il est 8h30 à Tel Aviv. Bonjour à tous. Suite de cette édition spéciale consacrée à cet attentat qui s'est produit ce matin dans le quartier de Har Nof, dans une synagogue à Jérusalem-Ouest. Le dernier bilan en date, 5 morts et une dizaine de blessés, dont la plupart a déjà été rapatriée à l'hôpital Ankerem Hadassah de Jérusalem. On apprend également qu'une personnalité politique, sans doute le fils du grand rave Ovadia Yosef, aurait également été parmi les victimes. On vous en dit plus dès que nous en saurons plus sur cette information. On va tout de suite se rendre à Jérusalem, là où se trouve notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, que sait-on de plus sur cette attaque et sur l'état des blessés ? Daniel, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on sait de plus sur cette attaque ce matin, Daniel ? Écoutez, on commence à recueillir, les forces de sécurité commencent à recueillir les témoignages des personnes, des fidèles qui étaient présents dans cette
grande synagogue du quartier de Arnov au moment où s'est déroulé cet attentat. Leurs témoignages concordent, il s'agit d'un véritable massacre. Tous font état de fidèles qui avaient revêti leur talit et leur phylactère, les téphilines, et qui étaient en prière et qui ont été tout simplement massacrés à la hache et au couteau par les 2 terroristes qui ont donc pénétré ce matin, il y a environ 1h30, dans cette grande synagogue du quartier de Arnov, du quartier orthodoxe de Arnov. Concernant l'identité des victimes et même des blessés, je suggère que l'on reste encore prudent avant de connaître effectivement l'identité de ces victimes. Effectivement, il y a 5 tués parmi les fidèles qui étaient présents donc à cet office du matin et qui ont donc été assassinés par 2 terroristes palestiniens. Les forces de police ont quadrillé le quartier de Arnov en considérant qu'il y avait peut-être un 3e complice, mais apparemment pour l'instant elles n'ont pas retrouvé ce complice, et comme vous l'avez dit, tous les blessés ont été évacués vers les hôpitaux de Jérusalem. Est-ce qu'on en sait plus justement sur l'état de ces blessés, sur le nombre de blessés ? Écoutez, pour l'instant, il semble qu'il y ait une dizaine de blessés, peut-être un peu plus, dont certains sont encore dans un état grave. C'est ce que l'on sait. Ils ont donc été évacués dans les différents hôpitaux. L'hôpital Hadassah Ain Karen, qui est particulièrement proche de ce quartier de Arnov, un quartier orthodoxe qui est à l'entrée de Jérusalem. Lorsque l'on monte vers Jérusalem, eh bien, c'est probablement le premier quartier que l'on trouve sur sa droite. C'est un quartier, il faut le préciser, est situé dans la partie ouest de Jérusalem, la capitale de l'État d'Israël, et non pas dans les quartiers de l'Est qui ont été le théâtre au cours des dernières semaines de nombreuses émeutes et de nombreux affrontements avec les forces de sécurité israéliennes. Daniel, est-ce que des mesures de sécurité supplémentaires ont été prises pour sécuriser ce quartier, justement, à la suite de cette attaque ? Écoutez, il faut vérifier effectivement comment cet attentat a pu se produire, parce que nous l'avons dit à de multiples reprises, l'état d'alerte est maximal dans Jérusalem depuis plusieurs semaines, et même si au cours des derniers jours on avait un peu le sentiment d'un retour au calme, d'un apaisement même précaire et relatif, eh bien, les forces de sécurité israéliennes étaient toujours déployées massivement dans l'ensemble de la capitale. Alors, est-ce que peut-être que ces forces étaient plus massivement déployées dans les quartiers justement arabes, dans les quartiers de l'est de la capitale, plus que dans les quartiers de l'ouest, et que c'est ce qui a permis peut-être aux terroristes de commettre leurs méfaits plus facilement? C'est peut-être effectivement le cas. Il est certain que les forces de sécurité se retrouvent confrontées à un problème encore plus complexe qu'il n'était jusqu'à présent, c'est-à-dire des attentats dans la partie ouest de Jérusalem, c'est-à-dire dans la capitale de l'État d'Israël. Merci beaucoup, Daniel Haïk, en direct de Jérusalem. On vous retrouvera dans quelques minutes pour plus de détails. J'aimerais vous rapporter cette déclaration qui nous vient du porte-parole du Hamas. Cet attentat est un acte de représailles suite au meurtre du chauffeur d'autobus Eged hier, un meurtre qui pourtant était déclaré. La police a pourtant déclaré que c'était un acte de suicide et pas un meurtre, justement. Oui, et de l'autre côté, j'ai envoyé le même texte, le même message à deux représentants de l'autorité palestinienne pour savoir leur réaction, et ils m'ont dit simplement il faut attendre la présidence palestinienne pour voir comment est-ce qu'elle va réagir. Donc même si ces personnalités de l'autorité palestinienne condamnent cette attaque, ils n'osent pas sortir au public et condamner l'attaque, parce qu'ils savent qu'il y aura des représailles de la part de la population palestinienne à Jérusalem, et surtout de la part des autres organisations islamistes palestinienne. La présidence palestinienne est dans une situation très délicate. Tout le monde attend une condamnation très claire de la part de l'autorité palestinienne. Une condamnation claire de la part de l'autorité palestinienne signifie plus de critiques contre l'autorité palestinienne de la part des éléments radicaux, le mouvement islamiste, le Hamas et le djihad islamique. Abou Mazen doit faire ce matin et très rapidement des calculs politiques qui sont très naturels d'un côté, mais de l'autre côté, l'humanité de l'autorité palestinienne. Est-ce que c'est une autorité qui n'ose même pas condamner ce genre de massacre? Il s'agit pas d'une attaque contre, comme l'autorité palestinienne le dit, des colons juifs en Cisjordanie, où on n'a pas vu l'autorité palestinienne condamner. Ce n'est pas une attaque contre des soldats où l'autorité palestinienne ne se précipite pas. Contre des civils dans une synagogue. Tout à fait. Et donc l'autorité palestinienne est dans son examen, son audace politique est sur la table. Mais il faut comprendre, Éléonore, tout acte
l'acte d'Abou Mazen sera soit condamné et critiqué par Israël ou par ses adversaires politiques palestiniens. Encore la faible place de Mahmoud Abbas au sein de l'autorité palestinienne. Ce qui est certain, c'est que Abou Mazen sait très bien que son autorité est contestée par le Hamas. Donc d'un côté, le Hamas essaie de monter un coup d'État contre lui, où il échoue. De l'autre côté, maintenant, il encourage, je dirais, le terrain à agir de telle façon-là. L'autorité palestinienne a une grande difficulté à s'opposer à ce qui se passe. Donc, condamner ce qui se passe, c'est tout simplement éveiller de nouveau, je dirais, les éléments anti-autorité. Naturellement, dans cette position-là, je dirais d'un côté attaqué par Israël, de l'autre côté attaqué par le Hamas et le djihad islamique, Abou Mazen a une grande difficulté de choisir la bonne voie. Ce genre d'événement met une fois de plus le doigt sur la position très faible de Mahmoud Abbas au sein de l'autorité palestinienne. Mais là, je dirais, il y a quand même, je dirais, un élément qui joue en sa faveur. Le fait, comme l'a dit Ali Warked tout de suite, ce n'est pas une attaque contre des colons, ce n'est pas une attaque contre l'armée, ce n'est pas une attaque contre des institutions qui sont... Aucune raison d'attaquer des juifs orthodoxes dans une synagogue. Mais il ne l'a pas fait lors des attentats à la voiture bélier à Jérusalem. Mais simplement, c'était dans des régions qui sont contestées, c'était Jérusalem-Est. Alors justement, là, c'est pas la première fois que des juifs sont pris pour cible, des juifs israéliens sont pris pour cible dans la partie occidentale de la ville. On se rappelle de la tentative d'assassinat contre le rabbin Yehuda Gli, qui était en plein cœur de la ville, de la partie occidentale de la ville. On se rappelle également d'une autre attaque, la première, dont le nom m'échappe actuellement. Donc on prend bien la mesure du défi que cela représente pour les services de police. Comment protéger les citoyens de Jérusalem à l'intérieur d'une ville sans passer de checkpoint. Aucune raison. Si une synagogue à Paris est protégée, il n'y a aucune raison que les synagogues, les lieux de prière ou les institutions islamiques ne soient protégés. Il est grand temps de se réveiller. Nous sommes devant une vague de terrorisme qui va nous attaquer, qui est en train de nous attaquer. Il faut se réveiller et prendre les précautions qu'il faut. Il y a une autre question d'ordre politique, voire philosophique et juridique. Pourquoi est-ce qu'on attend du chef de l'autorité palestinienne de condamner des attaques commises par des citoyens israéliens ? Les meurtres, les assaillants sont des gens qui ont la citoyenneté israélienne. Ils ont la carte d'identité. La citoyenneté israélienne, ils ont une carte d'identité bleue, qu'on appelle israélienne. Ils sont considérés comme d'habitants. Ils sont doubles. Ils ont une nationalité double. Ils sont palestiniens et ils font partie de. Ils peuvent voter pour l'autorité palestinienne comme ils peuvent voter en Israël. Oui, donc en fait, ils ont deux nationalités. Oui, mais la nationalité palestinienne n'est pas officielle. Ils n'ont pas une carte d'identité palestinienne. Ils se reconnaissent comme palestiniens, mais les Israéliens les considèrent comme des Israéliens. Maintenant, est-ce qu'on attend que Abou Mazen condamne une attaque commise par des gens qu'Israël les considère comme des habitants israéliens? La réaction ici ne doit pas être légaliste. C'est complètement faux par rapport à l'autorité. Ici, il faut réagir, je dirais, politiquement. Si Abou Mazen ne réagit pas politiquement comme il faut, comme Israël s'attend, je dirais nous sommes dans un conflit. Le conflit, c'est de réduire finalement Abou Mazen à l'état où Arafat était sur 25 mètres carrés. Est-ce que si un arabe maintenant, ici on va dans la rue à Jaffa, un arabe attaque un juif, l'arabe se définit comme palestinien. Les arabes d'une réaction humaine de la part de Mahmoud Abbas, avant tout d'une réaction humaine face à un massacre qui a eu lieu dans une synagogue contre des civils, ça n'a rien de politique. Et c'est pour cela, j'estime, qu'on verra plus tard une condamnation de l'autorité palestinienne. Je suis certain. Jacques Néret, j'aimerais justement qu'on revienne sur ces méthodes. On parle de hache, on parle de couteau, on est en plein film d'horreur là. Écoutez, la hache et le couteau, c'est tout simplement la répétition, c'est le calque de ce qui se passe avec l'État islamique. On a vu la distribution. Est-ce que ça peut être l'influence de l'État islamique? Certainement, à 100%. À 100%. C'est non seulement ça, mais c'est aussi le vague de marée qui nous vient de Gaza. C'est le fait de n'avoir pas terminé la guerre d'une façon décisive. Tout simplement avec l'impression pour les Palestiniens, actuellement, c'est certain, pour le Hamas, nous avons gagné. C'est une victoire. Israël n'a pas réussi à nous réduire. Donc là, naturellement, tout cela est en train de, je dirais, d'animer et d'arroser cette espèce de petits jardins avec des fleurs, mais ce sont des fleurs qui sont toutes empoisonnées. On a dit que le Hamas, il est en train de perdre de terrain pour des éléments plus radicaux, pour des éléments salafistes, pour des éléments qui sympathisent l'État islamique. Et on a l'arme du crime, justement. On voit cette hache ensanglantée. Une des armes qui a servi à commettre ce meurtre
cette hache donc, que nous avons en direct. Vous pouvez la regarder avec moi. Je vous pose une question. À supposer que... Un instant, je suis désolée, mais on va devoir malheureusement se séparer d'Ali Waquette qui va rejoindre le studio anglais. Merci beaucoup Ali d'avoir été avec nous. On vous retrouvera très vite, mais je crois que les Anglais vous attendent, donc je vous invite à quitter ces studios pour rejoindre ceux d'à côté. C'est le cas de dire filer à l'anglaise. Filer à l'anglaise, bravo Jacques, exactement. Jacques, continuez s'il vous plaît. Alors, si effectivement ces assaillants sont des sympathisants ou des membres du Hamas, donc je dirais qu'Israël n'a plus le choix. Il faut réagir contre le Hamas. Et cette fois-ci, de nouveau, c'est Gaza qui est la cible. Ça ne peut pas être une autre cible. Et sur donc l'arme qu'on vient de voir, cette hache de l'État islamique, qu'est-ce que ça veut dire sur les nouvelles méthodes des Arabes israéliens aujourd'hui contre des Palestiniens. Des Palestiniens, des oui, Palestiniens vivant à Jérusalem. Il faut quand même faire attention sur notre lexique. Ça veut tout simplement dire que nous avons ici un grand problème, sur les armes qui à choisir, je dirais, par les assaillants. Il y a d'un côté, il n'y a pas d'armes à feu, beaucoup d'armes à feu en profusion dans le terrain. De l'autre côté, je dirais, ce sont des tendances suicidaires. Ce sont des gens qui attaquent et qui veulent tout simplement, qui savent qu'en fin de compte, ils vont mourir. Alors, un instant, avant de vous écouter, Cyril, on va quand même accueillir notre nouvel invité. Bonjour, Samir Ben Laïché. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université hébraïque de Jérusalem. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Cyril Amar, vous voulez dire quelque chose? Oui, nouvelles informations? Comparaison hâtive, c'est pas que je veux faire de l'excès de prudence, comparaison hâtive entre l'État islamique et le Hamas, on se demande qui a inspiré qui, parce que les attentats au poignard et au couteau, c'est pas une nouvelle donne dans le terrorisme palestinien, ça fait longtemps que ça existe, on n'a pas attendu l'État islamique pour que les terroristes palestiniens du Hamas utilisent leurs lames bien aiguisées pour tuer des Israéliens. Donc premier point, et puis le deuxième point, un bilan beaucoup plus précis cette fois-ci des secouristes israéliens du Magen David Adom, des secours israéliens, donc 12 victimes, 4 morts et 8 blessés. Parmi les blessés, 4 blessés grièvement, 2 blessés moyennement et 2 blessés légers. Merci. Alors Samir Ben Laïché, on vient de le voir, cette hache qui est l'arme du crime, une des armes du crime, puisqu'on parle d'une attaque combinée au fusil, à la hache et également au couteau, il me semble. Enfin, on aura plus de détails dans les prochaines minutes. Cyril? Oui, à la hache et au couteau. À la hache et au couteau. On parlait justement de l'État islamique. Ça vous rappelle les méthodes de l'État islamique? Vous pensez qu'elles ont une influence aujourd'hui quand on voit ces vidéos relayées sur le net sur ces jeunes de Jérusalem-Est? Bien sûr, on ne peut pas ne pas faire le lien parce que on voit cette mise en scène macabre de l'État islamique ou de cette organisation qui se veut s'appeler comme ça. Donc on ne peut pas ne pas faire le lien. Donc, et on peut dire, malheureusement, on peut dire qu'ils ont réussi à vendre leur image de marque, c'est-à-dire ce couteau et cette tête coupée, et ça a une attractivité chez nous, c'est-à-dire chez les jeunes, c'est-à-dire que ce soit dans le monde arabe ou en Europe. C'est un magnétisme qui les appelle, qui les attire. Donc ce qu'il faut faire attention, il faut commencer à penser, à réfléchir sur les moyens pour éviter ces images. Enfin, je crois que dans l'ère de numérique et de l'informatique et Internet, ça sera très très difficile de contrôler ces images. Mais ils ont réussi à conquérir les cerveaux et les cœurs des jeunes. C'est clairement une victoire de la guerre de communication lancée par l'État islamique, ce qui se passe. Oui, je crois que c'est vrai. C'est vraiment, ils ont marqué un grand point là sur ce plan de communication. Il y a plus de 30 arabes israéliens qui ont rejoint les rangs de l'État islamique. Ça, c'est ce qu'on connaît. On ne connaît pas le nombre des Palestiniens de Cisjordanie qui ont rejoint, ou de la bande de Gaza, qui ont rejoint l'État islamique. Nous savons qu'il y a une allégeance directe des organisations djihadistes au Sinaï à l'État islamique. D'ailleurs, ce qu'on voit à l'intérieur, on va peut-être revoir ces photos qui viennent de passer sur nos écrans. C'est à l'intérieur de la synagogue, donc ce sont des photos qui nous viennent de la scène de l'attentat de ce matin. Ce sont des photos qui nous rappellent d'autres souvenirs, et je dirais c'est ce qui réveille dans la conscience israélienne
israélienne, dans la conscience israélienne, cette espèce de peur innée qui va nous faire réagir d'une façon irrationnelle. Et radicale. On va tout de suite rejoindre par téléphone le Rav Chaim Amselem, ancien député du parti Chasse. Chaim Amselem, bonjour. Vous habitez dans le quartier Arnof, là où s'est produit cet attentat ce matin dans la synagogue vers les environs de 7 heures. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Qu'est-ce que vous voyez sur place? Effectivement, j'habite quelques centaines de mètres de la rue Agassi, la continuation de notre rue. C'est malheureux de voir des personnes qui sont parties tranquilles faire leur prière à la synagogue sans aucune mauvaise intention, prier à Dieu, prier pour la paix, prier pour la tranquillité, et qui se font tuer, qui se font égorger. Malheureusement, on est toujours en guerre. C'est pas une nouvelle guerre, c'est une guerre qui n'arrête pas, qui ne cesse pas, qui depuis des dizaines d'années est là, et qu'on voit pas, on voit pas l'horizon. Est-ce que vous pouvez nous décrire, Monsieur Chaim Amselem, ce que vous voyez autour de vous, justement, dans cette rue Agassi en ce moment même? Je ne peux pas vous décrire parce que je suis assez loin et la police a barré le passage, mais l'image est claire. Les gens étaient dans la synagogue, les terroristes sont rentrés sur eux et voilà. Le résultat n'est pas encore final, mais il y a 5 morts et plusieurs blessés. Est-ce que ce sont des scènes qui vous rappellent l'attentat de la yeshiva, le dernier attentat qui avait eu lieu dans cette yeshiva justement à Jérusalem? Oui, pas loin d'ici d'ailleurs aussi, à la yeshiva Merkaz Harav, il y a eu un attentat. Mais c'est une autre façon ou un autre attentat. Mais c'est une chaîne qui n'arrête pas, qui ne s'arrête pas depuis maintenant 70 ans, depuis le retour en Israël de la diaspora des Juifs. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais. Merci beaucoup, Chaim Amselem, pour ce témoignage. Samir Ben Naïch, est-ce qu'on peut parler d'un début de guerre de religion, ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Jérusalem? Les images, attaquer une synagogue ou un lieu de culte, c'est vraiment le Moyen-Âge. C'est assez affreux, il n'y a même pas de mots pour décrire cela. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler d'une guerre entre les religions. Je crois qu'il faut d'abord pleurer les morts, mais après, il faut penser politiquement, comment on peut trouver une solution politique à long terme à ce problème. Et penser politiquement, c'est-à-dire penser sur le contexte, c'est-à-dire le contexte qui pousse ces gens-là à commettre des actes affreux comme ça. Parce que personne ne se réveille le matin en pensant aller tuer des Juifs qui font leurs prières dans leur synagogue. Donc il faut vraiment penser pourquoi ces jeunes-là ils commettent ces atrocités, il faut remédier à ce problème. Alors, à part les mesures de sécurité qui vont évidemment être prises suite à cet attentat, ça passe aussi par une solution politique, l'arrêt de ces violences? Écoutez, la solution politique est toujours la vraie solution, mais il faut arriver à cette solution et puis, je dirais, contourner ou surmonter des obstacles qui sont comme ces cas-là, ce qui est très difficile aujourd'hui, étant donné, je dirais, les vapeurs d'essence qui sont en l'air. Donc aujourd'hui, engager des négociations de paix ou des négociations avec l'autorité palestinienne, c'est mal vu, ça serait mal vu, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je ne dirais pas que ce n'est pas le cas ultime, il faut arriver à une solution politique, mais pour l'instant, nous ne sommes pas là. Je reviens à votre question. Votre question concerne, je dirais, une idéologie ou, je dirais, une prise de position de l'islam face à l'État d'Israël. L'islam, politique ou non politique, n'a jamais accepté la présence de l'État d'Israël au Moyen-Orient, comme il n'a jamais accepté la présence de l'État chrétien au Liban. L'État chrétien au Liban a été détruit, il n'en reste plus rien aujourd'hui, et tout simplement dans la philosophie de l'État islamique, de Baghdadi et d'autres penseurs, l'ultime bataille sera livrée entre l'État islamique et l'État juif. C'est l'État juif qui est finalement le dernier obstacle, et là, je dirais, cette espèce de pensée philosophique a
tout ça filtré, et c'est infiltré, est devenu, je dirais, fait partie de la pensée politique de beaucoup de jeunes qui refusent de reconnaître la présence ou la réalité de l'État d'Israël. Ce n'est pas par hasard qu'on dit « je ne reconnais pas l'État d'Israël comme un État juif ». Ce n'est pas un hasard. Je dirais, là, naturellement, nous avons un problème. Ce problème-là vient du fait que nous n'avons pas réussi à inculquer à cette population, ou je dirais à nos ennemis, l'idée que nous sommes là pour rester, que nous ne sommes pas de nouveaux, je dirais, envahisseurs, de nouveaux combattants, nous ne sommes pas des croisés. Nous sommes ici, nous sommes revenus chez nous, et pour l'instant, nous ne sommes pas encore reconnus. C'est l'essence même du conflit israélo-arabe, et qui est aujourd'hui traduit par une attaque sur une synagogue. Alors, j'aimerais qu'on rappelle rapidement les faits. Donc, un attentat s'est produit ce matin, dans les environs de 7 heures, à Jérusalem, dans le quartier religieux de Har-Nof, mitoyen de celui de Givat Shaoul. Selon un dernier bilan, 5 personnes seraient mortes, une dizaine de blessés qui ont été conduits à l'hôpital Hadassah Ein Kerem de Jérusalem. Et parmi les victimes, on parle peut-être d'une personnalité politique. Il s'agirait du fils du grand rabbin Ovadia Yosef, mais rien de sûr pour l'instant. Cyril Amar. Oui, on apprend de sources palestiniennes l'identité de l'un des auteurs de l'attentat, Saïd Abou Jamel Majbel. Il est originaire du quartier arabe de Jabal Moukaber, qui est situé donc à l'est de Jérusalem. Voilà, donc on attend d'en savoir plus sur l'identité du deuxième, voire du troisième. Une personne de sa famille, peut-être son frère, emprisonné en Israël. Dans les geôles israéliennes. Surprise. Alors justement, ça pose la question des mesures de sécurité qui vont sûrement être renforcées, prises à la suite de cet attentat. Est-ce qu'on risque de scinder une nouvelle fois Jérusalem? Est-ce qu'on risque par exemple d'empêcher une libre circulation entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest suite à cet attentat? Jacques? Ça serait une grande erreur. C'est tout simplement, je dirais, prouver au monde qu'effectivement Jérusalem n'est pas unifié, que Jérusalem n'est pas unie. C'est la dernière chose à faire à Jérusalem. Ce qu'il faut naturellement, au contraire... Parce que ce matin, justement, beaucoup accusent cette libre circulation en disant, voilà, c'est ça qui a fait... Bon, alors remettons l'apport de Mandelbaum, coupons Jérusalem en deux, disons, voilà, ce sont les parties Est où vous êtes interdits de mouvement. S'il y a un début, il n'y a jamais de fin. Donc on commence par quelque chose, on terminera jamais. Donc ce qu'il faut faire, c'est au contraire, tout simplement, continuer une attaque qui est une offensive contre les éléments islamiques partout où ils sont, par tous les moyens possibles, imaginables, durcir, je dirais, la loi contre les lanceurs de pierres, contre les émeutes, tout ça, je suis d'accord avec ça, mais de notre côté, il faut se réveiller. 95% des cas de la protection contre le terrorisme sont des cas défensifs. Il faut tout simplement mettre des barrières, et de plus de barrières possibles, imaginables, ce sera plus difficile pour les attentats, pour les assaillants, de nous joindre. Enfin, on sent bien que la situation à Jérusalem est toujours inflammable, puisque depuis des semaines de très haute tension sont survenues suite à tous les incidents qui sont passés autour du mont du Temple ou de l'esplanade des mosquées. Finalement, cette situation à Jérusalem, est-ce qu'elle a une chance est-ce qu'elle est solvable? Est-ce qu'il y a une chance que ces tensions s'apaisent quand il s'agit de Jérusalem? Il y a un mot qu'on n'a pas encore dit, peut-être qu'il a été déjà dit, c'est la troisième intifada. C'est-à-dire, c'est vraiment, on essaye d'éviter ce terme, mais je crois que c'est vraiment une intifada qui commence. Et je comprends les Israéliens parce que quand il y a un attentat, il faut penser d'une façon sécuritaire, mais aussi il faut vraiment penser à long terme. C'est ça ce que je pourrais dire. Il faut aller vers cette population qui vivent dans l'est de Jérusalem, qui ne sont pas citoyens, qui ont juste la carte d'identité, mais ils ne peuvent pas circuler. Ils peuvent circuler, mais ils ne peuvent pas quitter le pays. Ils font des études, mais ils ne peuvent pas aller faire des études en Europe. Ils se sentent palestiniens, mais en même temps, ils ne sont pas palestiniens. Mais justement, ce n'est pas un des problèmes, cette double identité, ce fait de vouloir peut-être s'intégrer d'une part, et de l'autre, d'être déchiré entre ces deux identités palestiniennes et israéliennes. Comme un artisan d'Oslo, qui faisait partie de l'équipe d'Oslo, je vous dis, la grande erreur, c'était de donner cette double nationalité aux Palestiniens de Jérusalem-Est.
c'est une grande erreur. C'est pas une nationalité. C'est une carte d'identité israélienne. Okay. Donc, ils sont résidents de Jérusalem. Ils ont le droit de voter en Israël. Aux élections municipales, ils ont le droit. Ils ont le droit de voter mais aussi. Ils ne votent pas d'ailleurs en général. Ils s'abstiennent, mais ils ont le droit de voter comme ils votent pour l'autorité palestinienne. Ça, c'est la grande erreur à mon avis. Ça, c'était la grande erreur. C'était le dernier mile qui avait été engagé dans les négociations. C'était finalement, Rabin et Peres avaient accepté cela, je dirais, c'est une erreur selon vous, ça les met dans un état psychologique un petit peu schizophrénique, parce qu'on les rencontre dans les universités en Europe, aux États-Unis, pour ceux qui peuvent décrocher un visa ils ne savent pas comment se définir, parce que on leur dit, c'est-à-dire quand ils disent moi je suis de Jérusalem, ils disent vous êtes israélien, on dit non je suis palestinien, mais comment ça se fait, et donc vous n'avez pas de passeport israélien, et c'est-à-dire chaque fois on leur demande d'où ils viennent, ils peuvent pas répondre par un seul mot, mais ils répondent normalement par des explications longues, et il faut régler ce problème. Une des raisons de ces tensions, ce serait la crise identitaire des Arabes de Jérusalem-Est. C'est une des raisons, mais c'est une des raisons à la base, qui est à la base, comme par exemple, je dirais, mais il faut tout simplement se concentrer sur ces illuminés, sur ces hallucinés qui voient dans l'islam et je dirais leur fin. Je vous rappelle la pancarte arborée par un des suicidaires. Qu'est-ce qu'il avait dit? Nous aimons la mort autant que les Israéliens, que les Juifs aiment la vie. Donc nous sommes là dans un conflit culturel immense, presque je dirais impossible à compromettre. C'est impossible. Un conflit culturel qui prend des airs d'ailleurs de conflit religieux. Merci beaucoup Jacques Neria, merci Samir Ben-Laïché, merci à vous Cyril Amar. Restez avec nous, on revient dans quelques minutes pour la suite de cette édition spéciale dont je vous rappelle le titre principal. Une attaque a eu lieu ce matin à 7h, un attentat à Jérusalem dans une synagogue, la synagogue du quartier de Har-Nof, près du quartier de Givat Shaoul à Jérusalem-Ouest. Bilan 5 morts, une dizaine de blessés. Restez avec nous, on revient dans quelques minutes pour la suite de cette édition spéciale. À tout de suite. Retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Suite de cette édition spéciale consacrée à l'attentat ce matin à Jérusalem, dans le quartier de Har-Nof, dans une synagogue. Selon un dernier bilan, 4 personnes seraient mortes, une dizaine de blessés, dont la plupart a été conduits à l'hôpital Hadassah Ein-Kerem de Jérusalem. Les 2 assaillants auraient été abattus par les forces de police quelques minutes seulement après l'attaque. Il s'agit de 2 Palestiniens de Jérusalem-Est. On apprend qu'un d'entre eux travaillait dans l'épicerie située juste à côté de la synagogue donc de Har-Nof. On va tout de suite se rendre sur les lieux de l'attentat, là où se trouve notre envoyé spécial Mathias Inbar. Mathias, bonjour. Vous êtes sur les lieux de l'attentat. Qu'est-ce que vous pouvez nous décrire? Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Eh bien, tout simplement un brouhaha collectif. Éléonore, je peux vous dire que Yitzhak Aharonovitch, le ministre de la Sécurité intérieure, et Yohanan Einno, le chef de la police, n'ont pas été, dans un premier temps, autorisés par la foule, par les badauds, par les habitants de ce quartier orthodoxe à s'exprimer devant la presse. On vous interdit de parler, vous nous avez laissé de côté. Voilà ce qui a été crié par les fidèles juifs. Vous deviez nous protéger, vous ne l'avez pas fait. Et donc des accusations de la part de ces fidèles juifs qui habitent dans ce petit quartier de Har-Nof, donc au cœur de Jérusalem, des scènes surréalistes avec des journalistes tout simplement au balcon, au 3e, 4e étage. Tous ces balcons-là ont été pris d'assaut par des journalistes pour couvrir la scène, parce qu'à l'intérieur, on voit toujours des secouristes de Zaka, des secouristes qui sont censés donner les premiers soins, toujours avec des civières. On ne sait pas s'il y a à l'intérieur toujours des blessés ou des personnes. On ne sait toujours pas si tout le monde a été évacué, parce qu'il y a
plusieurs rapports contradictoires. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, et ça c'est l'information qui vient d'être donnée à l'instant par Yitzhak Aharonovitch, les deux terroristes palestiniens venaient du quartier de Djabel Moukaber, à l'est de Jérusalem. Et actuellement, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, des opérations de commando de la police israélienne sont en cours à l'intérieur de ce quartier Djabel Moukaber, déjà connu pour, pour que ce soit, c'était un quartier où le terroriste qui avait écrasé plusieurs personnes avec un tracteur sur la rue Jaffa venait justement de ce quartier de Djabel Moukaber. Alors un mot, Mathias Inbar, sur l'état des blessés. On parle de 8 blessés, donc 4 dans un état grave, c'est exact ? C'est exact, c'est le bilan qui vient de m'être donné de nouveau par les services de secours Magen David Adom. 8 blessés, dont 4 dans un état particulièrement grave, qui souffrent de blessures graves, de machettes. Les terroristes étaient armés de machettes et de couteaux de cuisine, et également de tirs, d'impact de balles. Tout ce que je peux vous dire également, c'est que 2 policiers sont également blessés. Ils ont été transférés aux hôpitaux les plus proches pour être soignés. Ils souffrent d'impact de balles sur les membres inférieurs de leur corps. On parle notamment des jambes. Également 2 paramédics qui sont arrivés à 2 minutes après le début des tirs ont également été blessés par balles. Voilà le bilan, le lourd bilan. Les rues de Jérusalem n'avaient pas connu un tel bilan tragique depuis 2002, depuis les années de la deuxième intifada. Mathias, est-ce qu'on parle toujours d'un troisième assaillant qui aurait fui et que la police serait en train de rechercher actuellement ? Pour l'instant, pas de ce que je vois, en tout cas, Éléonore, et pas de ce que je comprends de la part des responsables de la police. Ici, effectivement, beaucoup de bruit, beaucoup de personnes, mais pas de mouvement de foule, pas de mouvement de patrouille policière. De ce que je comprends en tout cas, c'est qu'effectivement il y aurait une troisième personne qui aurait amené les 2 terroristes, mais pas en tout cas actuellement de troisième terroriste sur les lieux, et pas de course-poursuite à l'heure actuelle dans les rues de Har-Nof ou dans les rues de Jérusalem. Merci Mathias Inbar pour ces précisions. On vous retrouvera tout au cours de cette matinée. J'accueille sur ce plateau Samir Ben-Aïché qui est à nouveau avec nous. Bonjour, vous êtes professeur d'histoire à l'Université hébraïque de Jérusalem, également Avi Pazner, bonjour. Ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie, et Betsabé Salem. J'aimerais avoir votre réaction, Avi Pazner, sur ces images qu'on vient de voir, sur cette tâche et sur les méthodes surtout utilisées ce matin dans cet attentat de ce matin. Pour tout vous dire, je suis personnellement horrifié par ce massacre, un des pires que Jérusalem ait connu ces dernières années. Et d'ailleurs, le fait que cela a été fait dans une synagogue ou dans une yeshiva, c'est-à-dire dans un lieu saint, dans un lieu de prière, démontre la bestialité des terroristes palestiniens qui ont perpétré cet attentat. Je suis convaincu qu'ils n'étaient pas seuls, qu'il y a derrière eux une organisation, c'est-à-dire ce n'est plus déjà un terroriste isolé qui a pris cette décision. Là, il y en a 2, peut-être qu'ils ont été amenés par un troisième, peut-être, je ne sais pas. Mais ce qu'il y a derrière, c'est certainement une incitation de la part des mouvements palestiniens, le Hamas certainement, le djihad islamique certainement, mais aussi malheureusement l'autorité palestinienne qui ces derniers temps n'a pas hésité à inciter les habitants de Jérusalem à se soulever. Et il est possible que les terroristes ont interprété de cette manière ces incitations. Samir Ben-Aïché, vous êtes d'accord ? Il s'agit plus d'un crime organisé, en tout cas d'un acte organisé que de l'action de loup solitaire ? Je ne sais pas, parce qu'il faut attendre l'enquête, elle dira son mot, son dernier mot. Mais moi, je crois à la théorie des loups solitaires. Les loups solitaires, c'est-à-dire, il y a un moment, c'est-à-dire les terroristes étaient des gens qui travaillaient dans un cadre bien précis de terrorisme au sein du Hamas ou djihad islamique. Et aujourd'hui, je crois qu'on est vraiment dans une vague de ce que j'appellerais les loups solitaires, c'est-à-dire des gens
qui se forment soit devant l'Internet, soit ils sont nourris par les informations, par ce qui se passe, par le contexte, par le désespoir. Ils se réveillent le matin, ils se préparent, ils vont commettre leur... du côté du Hamas, du djihad islamique, de ces organisations pour justement commettre ce genre de crime? Oui, bien sûr, il y a toujours des incitations. Il y a un discours, c'est-à-dire il y a un discours. Et le discours, parfois, il est accompagné par des actes. Le problème, c'est que je crois qu'on est en train de glisser vers un autre paradigme, si vous voulez, des gens qui réagissent ou qui agissent d'une façon, c'est-à-dire d'une façon volontaire, j'allais dire, c'est-à-dire d'une façon, c'est-à-dire seule. Ça serait un petit peu inquiétant. Professeur Benaï, je tiens à remarquer que c'est déjà deux loups solitaires, c'est-à-dire c'est déjà là pas une organisation, ok, c'est pas peut-être le Hamas en tant qu'organisation, mais c'est certainement des gens qui se parlent entre eux, ok, et ça peut s'organiser sur le terrain de façon beaucoup plus grande. S'il y en a eu 2 ou 3, il peut y en avoir 5, il peut y en avoir 10. Il faut arrêter, à mon avis, il faut faire tous les efforts possibles pour arrêter ce mouvement. Sans ça, on risque une dégradation très grave de la situation, et pas seulement à Jérusalem. Alors avant d'écouter les réactions un peu dans la presse avec vous, Betsabe Salem, j'aimerais qu'on revienne sur cette déclaration du Premier ministre israélien qui vient de dire à la suite de cet attentat, nous réagirons d'une main extrêmement forte à ce crime odieux. On apprend également qu'une des 2 personnes qui auraient été blessées grièvement était l'un des policiers. Alors les réactions, Betsabe, avec vous dans la presse suite à cet attentat ce matin. Alors sur Internet, breaking news de CNN, déjà, article, bandeau spécial, 4 civils israéliens ont été tués dans l'attaque d'une synagogue, plus un nombre indéterminé de blessés. Les 2 assaillants ont été tués par la police. Il faut savoir que le bilan varie bien sûr d'un média à l'autre. Il n'est encore pas tout à fait sûr. CNN qui rappelle que d'autres attaques ont eu lieu récemment et que Jérusalem est sous tension, que dimanche un Israélien a été notamment poignardé, toujours à Jérusalem. Mais CNN qui à aucun moment n'évoque d'attentats terroristes, si seulement quand il cite le porte-parole de l'armée israélienne. Alors je vous propose de faire un tour du côté de l'Europe, en Italie tout d'abord, avec la Stampa qui ouvre cette fois avec cet attentat, qui dit le mot attentat dans une synagogue. Le journal italien qui affirme d'entrée le cauchemar du terrorisme a regagné Israël et revient notamment sur l'appel de Barghouti à une 3e intifada il y a quelques jours. Donc Barghouti, dirigeant palestinien qui est en prison. En Espagne à présent, El País ouvre aussi avec l'information, au moins 5 morts et 5 autres dans un état critique. En revanche, en cliquant sur le titre, à Léonore, vous apprenez que Arnof est une colonie de Jérusalem-Est. Et puis, notez qu'un peu plus bas, toujours sur le site, un article qui dit l'Union européenne durcit le ton contre Israël et offre sa médiation pour un plan de paix. Donc, il faut bien resituer dans le contexte. Et puis, je vous propose de faire un tour du côté de la France. Alors là, on est loin du breaking, mais on en parle tout de même. Avec Le Monde, notamment, au moins 6 morts dans une attaque. Alors l'article qui reprend pour l'instant une dépêche de l'AFP, qui a sans doute envoyé son correspondant sur place pour plus de détails. Alors on parle de coups de hache, de couteaux, de pistolets, mais on ne parle que d'assaillants, encore une fois, et non pas de terroristes. Des assaillants qui seraient peut-être palestiniens. Le Monde qui prend donc des pincettes. Et puis Le Figaro, 4 morts dans l'attaque d'une synagogue, 4 juifs qui priaient ont été attaqués par des agresseurs encore palestiniens. Et puis comme la plupart des journaux, le mot terroriste n'est employé que lorsque Le Figaro rapporte les propos, cette fois, du porte-parole de la police israélienne. Merci Betsabe. Alors on va tout de suite revenir sur cette déclaration. C'était il y a quelques secondes, déclaration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la suite de cet attentat. L'attaque est un résultat direct de l'incitation à la haine contre Israël de Mahmoud Abbas et du Hamas. On en parlait justement il y a quelques minutes. Quelle est la responsabilité, Avi Pasner, selon vous, du leadership palestinien ou du manque de leadership palestinien dans ce genre d'attaque? Ce n'est pas du manque de leadership, c'est le leadership palestinien, je l'ai dit tout à l'heure. Je suis très fier de l'avoir dit 2 minutes avant le Premier ministre,
qu'il y a là incitation de la part du Hamas, du djihad et même de l'autorité palestinienne. Et c'est clair, ça dure depuis des semaines. Et les réponses, voilà, c'est les attaques... Pourquoi l'autorité palestinienne? Parce qu'on a vu des messages du Hamas, on a vu des messages du djihad islamique, mais un silence total de la part de Mahmoud Abbas. Non, parce que Mahmoud Abbas, par exemple, après l'attentat de Jérusalem où une famille a été écrasée par un terroriste palestinien, avait envoyé une lettre de condoléances. Voilà, avait envoyé une lettre de condoléances aux terroristes qui avaient été tués. Donc, si ça, ce n'est pas de l'incitation, je ne sais pas qu'est-ce que c'est de l'incitation. Ça prouve exactement où il se place, ok? Mais il y a quelque chose de plus grave, et c'est justement ce dont vous parliez tout à l'heure. C'est qu'en Europe, ou en Amérique, on ne parle plus de terroristes palestiniens. On n'est même plus sûr que c'est des Palestiniens. Peut-être que c'est des Juifs qui ont été tués des autres Juifs dans une synagogue. Et ça, c'est à mon avis... Inintentionnellement. Inintentionnellement. C'est grave, ok? Enfin, là, on a décrire la synagogue plusieurs journaux qui parlent d'attentats, qui parlent d'attentats terroristes, qui parlent de terrorisme. Mais ça, on l'a vu dans cette... On l'a vu en Espagne et en Italie. En Espagne et en Italie, ouais. Bon, mais il y a quand même maintenant... pas seulement une incitation ici, mais il y a peut-être, je ne veux pas dire une compréhension en Europe, mais peut-être on peut comprendre les raisons de ces gens-là, ok? Et à mon avis, c'est grave. Et il faut là, à la fois, pas seulement une main de fer sécuritaire, mais il faut commencer une campagne d'information qui n'a pas encore été faite jusqu'à maintenant. Samir Ben-Laïché, est-ce qu'on peut dire qu'une troisième intifada a commencé selon vous? Je crois qu'elle a déjà commencé, quel que soit... Peu importe la terminologie, je crois qu'elle a déjà commencé. Mais moi, je voudrais revenir sur le point de l'Europe. En Europe, je crois les gens, ils ont marre de ce conflit. Parce que tout a été dit sur ce conflit et tout le monde savent comment le résoudre et personne ne fait rien. Et je crois qu'il y a un manque ou un je m'en foutisme, j'allais dire, de la part des Européens, c'est-à-dire que ce soit dans les universités ou sur les chaînes de télévision. Et c'est pourquoi on voit ce temps un petit peu laconique, comment on décrit ces actes terroristes à Jérusalem. Et puis voilà, il y a c'est-à-dire la politique sécuritaire d'Israël. C'est-à-dire, on ne peut pas résoudre un tel problème avec une longue et une interminable et éternelle politique sécuritaire. Il faut vraiment aller au-delà de ça pour résoudre le problème d'une façon profonde, c'est-à-dire trouver des résultats, des solutions politiques à long terme, c'est-à-dire sur le plan identitaire et sur le plan de Jérusalem. Jérusalem est au cœur de ce problème. C'est-à-dire Jérusalem est au cœur de ce problème. Ces Palestiniens, il faut qu'ils savent à quel sein se vouer. Et donc, il faut trouver, je ne sais pas moi, soit diviser cette ville, soit l'appeler le Quds pour les Palestiniens et Yerushalayim pour les Israéliens. À nouveau au cœur des tensions ce matin encore. Hein. Merci beaucoup Samir Ben-Laïché. Ali Pazner, vous restez avec nous. Betsabé Salem, on vient dans quelques minutes pour la suite de cette édition spéciale. Mais avant de se quitter, je voudrais partager avec vous cette déclaration du grand rabbin séfarade d'Israël qui incite les fidèles à ne pas aller prier dans des synagogues qui ne sont pas protégées par donc des mesures de sécurité par le gouvernement israélien. Merci de nous suivre. Restez avec nous. Suite de cette édition spéciale dans quelques minutes sur i24 News.
Suite de cette édition spéciale sur i24 News, il est 9h30 à Tel Aviv. Merci d'être toujours avec nous. Je vous rappelle l'information principale. Un attentat s'est produit ce matin à Jérusalem, dans le quartier de Har Nof, mitoyen du quartier de Givat Shaoul, à l'ouest donc de la capitale israélienne, dans une synagogue. On déplore 4 personnes mortes et une dizaine de blessés, dont la plupart ont été conduits à l'hôpital Hadassah Ein Kerem de Jérusalem. On retrouve sur ce plateau Daniel Sheikh, bonjour. Vous êtes ancien ambassadeur et ancien diplomate, ancien ambassadeur de France d'Israël en France. Et oui, je me trompe à chaque fois, je suis désolée. Et on va commencer avec vous, Cyril Amar. Vous allez nous donner les dernières réactions politiques suite à cet attentat. Oui, peut-être sur l'attentat en lui-même, avec de nouvelles révélations. Donc on connaîtrait de sources palestiniennes l'identité des 2 terroristes. Il s'agirait de Hassan et de Ouday Abu Jamal. Ils sont originaires tous 2 du village arabe de Jérusalem-Est, de Jabal Abu Kaber. Ils seraient cousins. Ils sont les proches d'un prisonnier qui aurait été relâché dans le cadre du marché de Gilad Shalit, qui a vu la libération de Gilad Shalit et la libération de plus de 1000 prisonniers palestiniens. Alors on sait également aujourd'hui que parmi les blessés, il y en a un qui est dans un état désespéré. Il s'agit d'un policier qui aurait été touché lors des échanges de tirs justement avec les assaillants. Et on sait également que l'un des terroristes travaillerait ou aurait travaillé dans une épicerie attenante à la synagogue, donc Kehilot Yaakov, dans le quartier d'Har Nof. Voilà pour les dernières informations. S'agissant des réactions politiques, alors on apprend que Benjamin Netanyahu va réunir son cabinet de sécurité, qu'il a promis une réaction très ferme face à ce meurtre cruel, a-t-il dit. Ces attaques qui sont la conséquence directe de l'incitation à la haine qu'encourage Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, et ses partenaires du Hamas, a-t-il dit, une incitation ignorée, dit-il, par la communauté internationale. Et puis la première réaction qu'on a amenée ici sur ce plateau, c'est celle de Naftali Bennett, le chef de file du parti politique Foyer Juif, de la droite radicale qui siège au gouvernement actuellement. Mahmoud Abbas a déclaré la guerre à Israël. Israël doit donc s'y préparer, nous dit Naftali Bennett. Abbas qui est directement responsable du sang versé sur les châles de prière et sur les phylactères des fidèles juifs dans cette synagogue. C'est l'un des plus grands terroristes, dit Naftali Bennett. Et puis une réaction, celle de Yuval Steinitz, c'est le ministre des Renseignements du Likoud, proche de Benjamin Netanyahu. Le terroriste tenait la hache, dit Steinitz, mais c'est la voix d'Abbas qui parlait, la voix de Mahmoud Abbas, donc le président de l'autorité palestinienne. Le grand rabbin d'Israël, le rabbin Lo, a quant à lui, sur les ondes de la radio militaire, appelé des dignitaires religieux musulmans à condamner fermement le meurtre et l'incitation à la haine. Et il a encouragé le dialogue et le respect entre les différentes religions. Et puis côté palestinien, évidemment, on en a parlé un peu plus tôt. En Cisjordanie, on a une réaction du Fatah. L'attaque de Jérusalem, dit le Fatah dans un communiqué, c'est une réaction naturelle aux récents événements à Jérusalem. Et puis la réaction du Hamas, on la connaît, le Hamas qui se félicite d'une attaque héroïque à Jérusalem. Une attaque qui intervient en représailles à la mort du chauffeur de bus palestinienne, qu'Israël a qualifié hier de suicide. Et puis, dans un communiqué, le Hamas a également appelé les Palestiniens à se venger, je cite, face aux crimes israéliens sur l'esplanade d'Al-Aqsa. On note également des scènes de liesse dans la bande de Gaza et des feux d'artifice pour célébrer, comme il se doit, cette attaque meurtrière à Jérusalem. Merci à Cyril Amar pour ces dernières réactions. Daniel Sheikh, Cyril parlait tout à l'heure de l'incitation à la haine, enfin en tout cas des réactions des politiques israéliens qui parlent d'incitation à la haine et du rôle de Mahmoud Abbas dans cet attentat. Vous êtes d'accord? Vous pensez qu'il a une responsabilité, le président de l'autorité palestinienne? Vous savez, l'atmosphère dans cette région est faite de beaucoup de composantes et les déclarations politiques de part et d'autre, il faut le dire, ne manquent pas à influencer cette atmosphère. Et les opinions publiques des uns et des autres. Du côté palestinien, il y a pas mal de déclarations, y compris de la bouche de Mahmoud Abbas et de ses proches, qui n'ont certainement pas aidé à désamorcer cette tension qui règne depuis quelques semaines. Mais du côté israélien aussi, il faut le dire, il y a des déclarations très dures, souvent irresponsables. Et je me demande, en les écoutant, moi je suis aujourd'hui un spectateur, quelle est la logique derrière ce genre de déclaration? Est-ce que les uns et les autres ont véritablement intérêt à désamorcer ces tensions? Parce que sinon, ça fait plusieurs semaines qu'autour des plateaux de i24 News, on parle souvent du fait
nous allons vers une escalade, que les attentats vont devenir de plus en plus durs, que les réactions israéliennes seront de plus en plus fermes. On croyait à une accalmie ces derniers jours. On parlait déjà d'accalmie, on allait trop vite en besogne. Oui, beaucoup trop vite. Ouais. Vous regardez les dernières semaines, il y a eu un attentat quasiment toutes les semaines, sinon plus, qu'un attentat par semaine. Il y a des tensions, il y a les déclarations, il y a tout ce qui se passe autour du mont du Temple, les paroles versées autour de la question de la souveraineté religieuse autour du mont du Temple, vient se greffer à ce long conflit national israélo-palestinien, maintenant un véritable conflit religieux entre juifs et musulmans. Et le fait que l'attentat de ce matin, où l'on déplore trop de morts et de blessés, se soit passé dans une synagogue n'est certainement pas aléatoire. C'est-à-dire c'est trop naïf de dire bon, c'était juste la cible qui était proche. Ça a sans doute à faire avec cette dimension religieuse qui est en train de s'installer et qui n'augure certainement pas bien. Allez, on va tout de suite se rendre justement à Jérusalem, sur les lieux de l'attentat, là où se trouve notre correspondant Mathias Inbar. Mathias, vous êtes avec nous depuis Jérusalem. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Quelles sont les dernières informations dont vous disposez? Écoutez, je viens de m'entretenir avec le porte-parole de la police nationale, également avec le maire de la ville, Nir Barkat, qui me confirme donc 2 policiers, un en moto, un autre dans une voiture. Ce sont des policiers de la circulation. Ce sont les premiers à entendre l'appel d'urgence de la part des paramédics. Ils se rendent sur place à 7h moins 3. Ce sont les premiers à engager une lutte armée avec les 2 terroristes. Les 2 terroristes, pour une raison encore qui reste à déterminer, sortent de cette école talmudique au moment où ils étaient à l'intérieur, après avoir donc tiré et blessé un nombre maximal de fidèles qui étaient présents sur les lieux. Ils sortent, ces 2 terroristes commencent à tirer, à répondre aux tirs des terroristes. Les 2 policiers sont atteints, un très sérieusement, le deuxième moyennement. Ils ont été transférés aux hôpitaux les plus proches et sont aux urgences. Ils ne peuvent pas communiquer, ils ont été endormis par mesure de précaution. Donc pour l'instant, très peu de détails filtrent. Ce que l'on sait, c'est qu'un 3e policier qui vient du commissariat central de Jérusalem entend ces tirs, était sur les lieux, quelques centaines de mètres à côté de l'acte terroriste, se rend sur place et c'est lui qui voit les deux policiers par terre, qui commencent à tirer et donc blesse mortellement les 2 terroristes. Ce que l'on sait également, c'est que le porte-parole de la police nationale ne me confirme pas la thèse de terroristes qui auraient travaillé, en tout cas l'un des 2 qui travaillait dans l'épicerie à proximité de la synagogue. C'est un détail qu'il ne connaît pas. C'est en tout cas la version qu'il m'annonce. Il confirme en revanche que ces 2 personnes étaient bien originaires de Djabel Moukaber. Mathias Inbar, vous vous trouvez sur les lieux de l'attentat. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui se passe autour de vous? Vous devez entendre sans doute énormément de bruit, énormément de fidèles qui crient également, qui invectivent les responsables sécuritaires et politiques sur place parce qu'ils demandent plus de protection, ils demandent que les mots cessent mais que des actes interviennent. Ce que je peux vous dire également, c'est que le maire de la ville, Nir Barkat, reste toujours sur place alors que le ministre de la Sécurité intérieure, Yitzhak Aharonovitch, qui a été pris à partie à plusieurs reprises, ainsi que le commandant de la police, Yochanan Danino, pris également à partie par les fidèles juifs, ont quitté les lieux. Nir Barkat reste pour l'instant sur place et répond aux interviews. On voit également des scènes de Zaka, c'est-à-dire les unités de secours qui ont extrait de l'intérieur il y a quelques instants, quelques secondes à peine. Il semble, de ce que j'ai pu voir, mais il y avait un grand tissu blanc, des corps sur une civière. Je ne peux pas vous dire si ces corps étaient en vie ou sans vie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Zaka reste toujours sur place, ce qui veut dire qu'il y a en tout cas qu'il y a eu des blessés ou des morts qui ont été extraits il y a quelques instants de cette école talmudique. Mathias, un dernier mot. Aucune nouvelle du 3e. On parlait d'un 3e terroriste, d'un 3e auteur de l'attaque. Aucune nouvelle de ce côté-là?
Oui, écoutez, de ce que l'on sait, de ce que j'ai pu comprendre en tout cas de la part des policiers sur place, il s'agit d'une mesure habituelle. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un attentat de ce type, eh bien, il y a une traque immédiate. Ils ne connaissent pas en tout cas l'information selon laquelle il y aurait un troisième terroriste sur place. Mais signe, eh bien, Éléonore, et c'est l'une des premières fois, je peux vous le confirmer en tout cas, cela fait plusieurs fois que je vois Nir Barkat arriver sur ces lieux-là, et c'est la première fois depuis bien des mois que le maire de Jérusalem est protégé par un agent de sécurité armé d'un M16. Non pas des mesures de protection habituelles, mais des mesures de protection renforcées pour le maire de Jérusalem. Merci Mathias Inbar pour ces précisions. On vous retrouvera encore dans quelques minutes. Avi Perzner, vous nous avez rejoint. Des attentats, plusieurs attentats ces dernières semaines, des émeutes dans Jérusalem, les tensions sont à leur comble. Est-ce qu'on peut dire que c'est un échec de la politique, de ce qu'on a appelé la politique de main de fer de Binyamin Netanyahou ? Je ne crois pas qu'il s'agit là d'un échec d'une politique. Il y a eu là une série d'événements. Il y a là une série d'événements qui, je vous le rappelle, a commencé par le kidnapping et le meurtre de 3 jeunes israéliens, puis il y a eu le meurtre d'un jeune palestinien. Il y a là eu toute une série d'événements qui ont malheureusement contribué à faire monter la tension. Au contraire, je crois que... Le gouvernement n'a peut-être pas su arrêter, ou en tout cas freiner. Je crois qu'on n'a pas été assez vigilant sur une question, c'est celle de la montée de certains hommes politiques extrémistes de l'extrême droite sur le mont du Temple, sur l'esplanade du Temple. Et je crois que là, on n'a pas assez compris l'implication que cela pouvait avoir sur la situation. Dès que ça a été compris, on a pris toutes les mesures pour que cela cesse. Netanyahou s'est même rendu à Amman, il en a parlé avec le roi Abdallah. John Kerry était lui aussi à Amman, il en a parlé avec Abou Mazen. On a essayé de maintenir le feu le plus bas possible. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une incitation. Il y a l'incitation du Hamas, il y a l'incitation du djihad islamiste. Et ces gens-là, ces loups solitaires, comme on dit, sont très influencés par cette... Très influencés par le djihad islamique et le Hamas. Alors, on parle aussi de D'ailleurs, radicalisation... je voulais vous dire une chose. J'étais à l'extérieur. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est une rumeur ou si c'est un fait, que les 2 terroristes sont des proches des terroristes libérés dans des prisonniers libérés dans le cadre de l'accord Shalit, tout à fait. De Shalit. Et là aussi, c'est peut-être une leçon que dans le cas de Shalit, on a fait une erreur. Voilà, si vous parlez d'erreur politique, il peut y avoir eu erreur politique d'avoir libéré 1000 terroristes palestiniens. Est-ce qu'à la suite de cet attentat, on risque une radicalisation non seulement de la politique, du gouvernement Netanyahou, mais aussi de l'opinion publique israélienne ? L'opinion publique, sans aucun doute, et c'est peut-être compréhensible, mais on ne peut pas accuser l'opinion publique sans laisser une certaine marge de responsabilité à ses dirigeants. C'est les dirigeants qui donnent le ton. Et moi, je serais un peu moins indulgent que mon ami l'ambassadeur Perzner à l'égard du gouvernement et de son chef en ce qui concerne le mont du Temple. Je pense que la réaction apaisante bienvenue de M. Netanyahou est venue bien trop tard et qu'il a laissé pendant trop longtemps les considérations de politique intérieure primer sur les intérêts de l'État, et il a fallu le cri d'alarme du roi de Jordanie pour que le Premier ministre s'engage de manière claire, ferme et sans équivoque sur la question de la montée sur le mont du Temple. C'est ça une remarque que je voulais faire. Maintenant, est-ce que l'on réagit à cette escalade par plus de force encore? Est-ce que cela sera suffisant? Est-ce que la police est la seule mesure contre l'escalade de ce qui se passe aujourd'hui? Moi, je ne le pense pas. Moi, je crois qu'il faut évidemment des mesures de sécurité nécessaires, mais il faut en parallèle essayer d'entamer un dialogue avec les dirigeants palestiniens pour que, ensemble, cette crispation et cette tension qui montent soient désamorcées le plus rapidement possible. Sinon, nous allons droit vers un gouffre.
chiffres. Habib Pazin, il y a encore une chance de désamorcer les tensions par, disons, une solution politique? Oui, il y a encore, absolument, il y a encore une chance. On n'est pas encore dans une intifada. Il faut essayer. On entendait Samir Ben-Laïché dire qu'on était en pleine intifada. Je vous dis mon avis, ok? Sûr. Une intifada, c'est quelque chose d'autre. Une intifada, c'est organisé, ok? C'est organisé par un pouvoir central. Ça avait été organisé par Arafat. Et ce n'est pas organisé maintenant. Je ne crois pas que Mahmoud Abbas a intérêt à une intifada. Donc, elle peut être évitée. Je suis complètement d'accord avec mon ami l'ambassadeur Danishek. On ne peut pas seulement prendre des mesures sécuritaires. Il faut un dialogue. Moi, je suis pour la reprise du dialogue. Si on pouvait seulement reprendre le dialogue. Je ne sais pas si à ce point on peut reprendre le dialogue alors que Mahmoud Abbas va vers l'ONU et qu'ici il y a malheureusement une situation politique assez désordonnée, comme vous le constatez. On parle d'élections, etc. Ouais. Mais à mon avis, il serait important de reprendre le dialogue et d'essayer d'entamer un processus de paix. Alors on va voir ce qu'en pensent les internautes avec notre expert en réseaux sociaux, Rudy Sada, qui nous a rejoint. Bonjour Rudy. Bonjour. Quelles sont les réactions ce matin sur les réseaux sociaux? On va commencer avec les images terribles qui font mal. Ce sont les mots de Peter Lerner, le porte-parole de Tsahal, qui tweet, vous allez le voir, l'image du corps d'un homme étendu avec son châle de prière ce matin à la synagogue du quartier Arnof. Alors Peter Lerner qui, dans le même tweet, nous montre aussi la hache ensanglantée avec laquelle les terroristes ont commis leur attaque. On va peut-être la voir dans un instant. On l'a vu ce matin, mais on va peut-être la voir. Voilà, elle est dans le même tweet, dans le même flot d'images. C'est une image qui circule beaucoup depuis une petite demi-heure sur les réseaux sociaux. Alors à l'inverse, un porte-parole du Hamas décrit l'attentat sur Facebook, l'attentat de Jérusalem, comme étant, je cite, un acte héroïque. À noter que certains tweets font état de scènes de liesse dans les rues de Cisjordanie. Du côté des internautes, c'est la stupeur partagée par quasiment toutes les sensibilités. Hussein Ibish, qui est représentant de l'American Task Force en Palestine, parle d'un acte horrible, juste affreux et bien sûr extrêmement dangereux. Certains, comme Ethan Allen, s'indignent du fait que ces fidèles étaient justement en train de prier pour la paix dans cette synagogue quand ils ont été tués et se demandent évidemment quand ce cycle de violence prendra-t-il fin. Laure Bouteau, française établie depuis peu à Jérusalem, pour elle, l'attaque d'une synagogue à l'ouest de Jérusalem, dans ce contexte de tensions exacerbées, dit-elle, risque de tout faire basculer. Et puis on parle aussi, on l'a dit, d'un troisième terroriste, un complice qui aurait conduit les deux autres terroristes à l'endroit de l'attaque. Et bien Père Nicole, blogueuse à Jérusalem, nous décrit l'ambiance ce matin comme ceci. Le troisième terroriste est en fuite dans Jérusalem, hélico en rase-motte en centre-ville, la radio hurle des horreurs dans le bus en direction de la fac. Voilà une tranche de vie ce matin. Alors, sentait-on monter sur le net la possibilité d'une attaque si grave? Alors, j'allais ce matin ouvrir ma revue du web en vous parlant justement de cette campagne qui a été révélée par le site Vocative, une campagne qui ne cache pas ses objectifs car elle s'appelle Recrutement pour Al-Aqsa. Eh bien, contactés par le site, les responsables de cette campagne en ligne disent que le but est, c'est une campagne simple déjà, et ils disent que le but est de préparer des attaques suicides et des djihadistes contre les juifs. Elle promet même $2500 de primes pour toute personne qui pourrait rejoindre ce mouvement qu'elle appelle Moudjahidine en Palestine. Et puis on le sait, on ne sait pas vraiment qui est derrière cette campagne, mais on a vu, je vous ai diffusé la semaine dernière, ce genre d'images qui là sont relayées par les médias du Hamas, où l'on voit des incitations très claires à perpétrer des attaques au couteau. Ça prendra au sérieux, selon vous, ce genre de menaces, ce genre de campagne des groupes islamistes? Oui, ça fait part de l'incitation. D'ailleurs, ça fait part de l'atmosphère. Là, c'est plus que de l'incitation, c'est presque un crime organisé. C'est un crime organisé, c'est un appel au meurtre. Et ça vient dans un contexte aussi généralisé. Il ne faut pas oublier les images que l'on voit ici, par exemple, les images de l'exécution de 18 soldats syriens par Daesh, il y a quelques jours, la tête décapitée d'un Américain au sol. Il y a toute une atmosphère, pas seulement chez nous, mais tout autour de nous, qui radicalise les opinions. Et des appels comme ceux-là que vous venez de mentionner, peuvent
absolument avoir un impact. Oui, et puis quand on voit ces scènes justement de ces deux terroristes passer de classe en classe dans la synagogue, de salle en salle pour justement trouver des gens à tuer à la hache, au couteau et au fusil, ça sent vraiment les méthodes de l'État islamique. C'est clairement une influence directe de l'État islamique. Je vous ferai remarquer que malheureusement cette région et ce pays a connu des actes d'horreur qui n'était pas moindre il y a 10, 15 et 20 ans déjà. Donc c'est quelque chose qui nous accompagne depuis très très longtemps. J'aimerais juste dire un mot sur le contexte politique que Avi Pazner vient de mentionner, très justement. Il me semble qu'il est temps pour les partis politiques israéliens de mettre de côté cette idée d'élections anticipées qui, selon tous les sondages, ne vont donner qu'un résultat qui sera fort semblable à celui qu'on a aujourd'hui, mais qui attire l'attention des politiques vers des sujets qui doivent aujourd'hui être considérés comme secondaires. Il y a urgence. Ce n'est pas le moment d'entrer dans une campagne politique, dans une campagne électorale qui en Israël a tendance d'immobiliser le pays pendant 6 mois, voire 8 mois, jusqu'à la formation d'un prochain gouvernement. Je crois que nous avons tous, les citoyens israéliens, je parle en tant que citoyens israéliens, nous avons tous besoin d'un leadership soudé et focalisé sur... Oui, et une coalition unifiée. Et je le dis, même si, comme vous le savez, je ne suis pas le plus grand fan du Premier ministre, mais je crois que c'est la chose responsable aujourd'hui à faire. C'est de mettre toutes ces paroles de côté qui, en plus, ne font qu'exacerber le ton des déclarations des uns et des autres parce que chacun pense à son électorat plutôt qu'à l'intérêt du pays. Je suis complètement d'accord avec Danichet, complètement d'accord. Il faut que nos hommes politiques fassent preuve de responsabilité. Nous sommes dans une situation difficile, ok? Nous sommes peut-être à la veille d'une intifada, j'espère que non. Et là, il faut que tous fassent preuve de responsabilité. Ça, premièrement, ça devrait être le devoir numéro 1. Mais alors justement, Avi Pazner, vous ne pensez pas que cet attentat de ce matin va constituer un tournant, peut-être dans les consciences politiques? Je ne veux pas dire que j'espère, parce que cet attentat est terrible en lui-même. Mais si, comme résultat, nous aurons une tranquillisation de la situation politique, une cohésion de ce gouvernement pour faire les choses qui sont vraiment importantes pour Israël et pas pour se battre, se chamailler pour des rien du tout, eh bien, je l'espère que ce sera le résultat. On va revenir sur la responsabilité des politiques israéliens, mais avant, un dernier point avec Mathias Inbar, notre correspondant sur place, que l'on va avoir en direct, qui se trouve à Arnov, donc devant la synagogue où a eu lieu l'attentat ce matin. Mathias, c'est à vous. Oui, Éléonore, nous nous trouvons à l'endroit exact où s'est déroulé l'attentat, 7h-2 exactement. 2 terroristes armés de pistolets, de couteaux de cuisine avec des grandes lames et des haches pénètrent à l'intérieur de cette synagogue où plusieurs dizaines de personnes étaient sur les lieux en train de prier. Ils avaient ils étaient véritablement au cœur de la prière et ils sont rentrés et ont commencé à tirer et à blesser tous les fidèles juifs. À partir du moment où ils avaient, selon eux en tout cas, terminé leur acte, ils sont sortis et ont commencé à prendre la fuite. C'est là, sur place, les attendaient 2 policiers, 2 policiers de la circulation qui étaient là, qui ont commencé à être visés par les 2 terroristes. Ils ont répondu aux tirs. Ces 2 policiers ont été atteints aux membres inférieurs de leur corps. Ils sont actuellement aux urgences, endormis à l'hôpital Hadassah Ein Kerem à Jérusalem. Un 3e policier arrive quelques minutes plus tard et à 7h07 précisément, donc 12 minutes après le début de l'attentat, met fin en tout cas à cet incident sécuritaire. Il tue et blesse mortellement les 2 terroristes. On a retrouvé immédiatement sur place des haches ensanglantées. Ce que je peux
vous dire, c'est que ce que je vous annonçais tout à l'heure, vous les voyez sans doute derrière moi, ces secouristes de Zaka, ces secouristes qui sont censés, selon la loi juive, procéder aux premières recherches, en tout cas, de corps et m'ont confirmé qu'il y a toujours des corps sans vie à l'intérieur de cette école talmudique. Le bilan, on fait état de 4 morts, de 5 blessés, dont 2 qui sont dans un état critique et 2 terroristes morts. Voilà ce que je peux vous dire à l'heure actuelle. Les terroristes qui venaient de Jabal Moukaber, une opération de la police est actuellement en cours à l'intérieur de ces quartiers palestiniens de Jérusalem. Merci beaucoup, Mathias Inbar. Un mot peut-être, Daniel Sheikh, sur le fait que cet attentat ait lieu dans une synagogue. Est-ce que ça veut dire que finalement l'aspect politique est amoindri, qu'il y a plus un aspect religieux ce matin? Non, il n'est pas amoindri, mais il y a une dimension religieuse qui vient se superposer à la dimension nationale qui existe depuis toujours. La dimension religieuse n'était pas totalement absente dans l'histoire de ce conflit, mais elle prend évidemment une ampleur beaucoup plus grande à cause de la question du monde du temple. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est certainement pas un hasard que ces deux-là aient choisi une synagogue comme cible de l'attentat qu'ils ont perpétré ce matin. C'est le mont du Temple, c'est la situation sur le mont du Temple qui a tout déclenché? C'est beaucoup de choses, vous savez, c'est trop long pour développer aujourd'hui, mais de manière générale, c'est plus facile pour un Israélien de vivre dans un statu quo actuel qu'un Palestinien. La situation en Israël est beaucoup plus acceptable dans le statu quo. Si vous êtes un Palestinien, en plus incité, en plus religieusement motivé, vous ne restez pas les bras croisés devant le statu quo. On parlait justement tout à l'heure avec Samir Ben-Aïché de la crise identitaire que subissent aujourd'hui les Palestiniens de Jérusalem. Est-ce qu'ils sont déchirés entre cette identité israélienne, peut-être un désir de s'intégrer, et cette identité palestinienne et cette solidarité à la cause palestinienne? Avi Pazner, vous pensez qu'elle a une place aussi, cette crise identitaire, dans le conflit actuel? Évidemment, ça fait partie du problème, évidemment. Et là, peut-être Israël, le gouvernement israélien peut essayer d'aider. Par exemple, la situation dans les quartiers est de Jérusalem, la situation des rues, la situation des services n'est pas très bonne. On pourrait penser que peut-être on pourrait faire plus. Justement, je ne dis pas au lieu des moyens sécuritaires d'un côté et faire plus d'un autre côté pour amener cette population vers Israël. Merci Avi Pazner, merci Daniel Sheikh, merci Rudy Sada d'avoir été avec nous. Je vous rappelle le dernier bilan en date. On déplore au moins 4 morts et une dizaine de blessés suite à l'attentat qui s'est produit ce matin dans le quartier de Arnov, quartier mitoyen de Givat Shaoul à Jérusalem-Ouest, dans une synagogue. Vous voyez sur cet écran les images en direct des services de secours qui sont venus rapatrier les blessés vers l'hôpital Hadassah Ein Kerem de Jérusalem. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Plus d'infos à suivre et plus de détails sur cet attentat dans quelques minutes avec nos prochaines éditions. Excellente journée à tous.